Nous sommes déjà très nombreux et ça fait plaisir à voir. Bonjour, je suis Éric Allard, je dirige les activités immobilières d'entreprise de la Française. Et donc, merci d'être aussi nombreux ce matin parmi nous. Très joli sujet ce matin à aborder, très intéressant, très porteur d'avenir et de l'avenir de concret surtout. Alors notre thème c'est le low-tech et l'immobilier. Les gens de ma génération se souviennent qu'on disait, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. On disait aussi un peu plus tard que finalement l'énergie, mais ça vaut aussi pour le carbone, l'énergie qui coûte le moins cher, c'est celle qu'on ne consomme plus et que donc on n'a plus à produire aussi. Sur cette thématique, mais elle est un peu restrictive, mais simplement ça veut dire aussi pour nous tous que c'est un sujet qui parle depuis très très longtemps, qu'on a abordé sabre au clair avec beaucoup de technologie en disant qu'on allait effectivement régler beaucoup de sujets, consommer moins, produire moins de carbone en développant des technologies, mais ça a surtout consisté d'ailleurs à exporter dans les pays, les pays en développement la fabrication de tout ce qu'on utilise pour nos smartphones et puis pour faire notamment des cellules photovoltaïques. On appauvrit les ressources des pays du tiers-monde en terres rares ou en métaux rares pour se décarboner. Donc ça, c'est une piste que notre invité, Philippe, où est-ce qu'il est, Philippe Biwix, voilà, Philippe Biwix, je dois prononcer le X, je l'ai fait. C'est une thématique, le low-tech, qu'il va développer devant nous. Et son application à l'immobilier, je vous rappelle que l'immobilier, c'est plus de 40% de la consommation d'énergie, c'est 25% des gaz à effet de serre, c'est à peu près ça. Bon, merci Loïs. Alors, pour animer ensuite, après son propos, le propos de Philippe, pour animer la table ronde, on aura Maxime Lantuy qui est là, qui se présentera. Étienne Delprat, Étienne, que je ne connais pas, bonjour Étienne. Jérôme Gatier qui est en face de moi, et puis deux animateurs que tout le monde connaît, Gérard Degliesposti et Loïs Moulas, respectivement président et directeur général de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable. Messieurs, c'est à vous, bonne matinée et merci encore de votre présence. Bonjour à tous, merci Eric pour cette introduction. Donc j'ai été présenté, Loïs Moulas, je suis directeur de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable. Je vais succinctement introduire la conférence et après je laisserai la main à Gérard qui s'occupera de l'animation. Donc aujourd'hui vous êtes réunis pour cette conférence sur le low-tech et l'immobilier. Ça entre dans le cadre d'un cycle qu'on a initié en 2014, un cycle immobilier et prospective. On l'a initié en 2014 avec le plan bâtiment durable. Et pour faire le parallèle, en 2014, on avait invité Jean Viard sur les nouveaux modes de travail. Et on ne parlait encore presque pas d'espace de coworking en France. Aujourd'hui, qui ne parle plus d'espace de coworking? Donc on espère sincèrement, et peut-être malheureusement, qu'aujourd'hui où nous parlons du sujet du low-tech, celui-ci sera devenu nettement plus important dans les consciences de tous dans les années à venir. Alors, rapidement pour que vous situiez l'OID, l'OID c'est une association à but non lucratif qui sert un intérêt général, celui de faire progresser le développement durable dans le secteur immobilier. On est très heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui on compte plus d'une cinquantaine d'acteurs majeurs de l'immobilier, un grand nombre de partenariats et nos sujets très connexes à celui-ci sont de plus en plus portés sur les questions d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire les questions de la manière dont on s'organise et dont on fait les choses dans une perspective où ce contre quoi on se bat depuis un certain nombre d'années
devrait peut-être arriver, alors on ne sait pas dans quelle mesure, mais devrait finir par arriver année après année. Voilà, c'est donc vraiment dans ce cadre que s'inscrit l'holotech. Et pour que les personnes qui n'étaient pas familiers avec cette terminologie avant de recevoir l'invitation, il faut savoir que c'est un sujet qui est très connexe également à un sujet plus d'actualité, celui de l'économie circulaire, dont vous entendez beaucoup parler dans le secteur de l'immobilier. J'en dis pas plus. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On a beaucoup de choses à vous dire ce matin. Je vais commencer comme ça. Quand Loïs m'a dit, Gérard, on va organiser une conférence sur les low-tech avec Philippe Biwix, j'ai regardé avec des grands yeux comme ça, parce que j'avais jamais entendu parler de low-tech, encore moins de Philippe. Et donc la première des choses qu'on fait dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet, on regarde et on dit, oula, il y a de la matière, et puis surtout, on s'aperçoit, on découvre que notre conférencier a commis un ouvrage qui s'appelle L'âge des low-tech. Alors on se précipite dessus, on commence à le lire, et quand on l'a terminé, je peux vous dire qu'on est assez perturbé. Voilà. Et je pense que pour ceux qui vont découvrir les low-tech, vous allez être aussi assez perturbés en sortant. En tout cas, c'est ma volonté. Alors, on commence toujours par quelques chiffres, même si Philippe va en donner d'autres, mais ce sont des chiffres, moi, qui me perturbent. Alors, chaque Français consomme chaque jour, excusez-moi la litanie, 3,6 kg de produits pétroliers, 1,3 kg de gaz, 0,7 kg de charbon et dérivés, 1,5 m3 d'eau, 17 kg de matériaux non métalliques, 10,5 kg de biomasse et de bois, 0,7 kg de métaux, on rejette 23 kg de CO2 de gaz à effet de serre, 10,7 kg de déchets du BTP, 4,1 kg de déchets industriels non dangereux, 0,3 kg de déchets industriels dangereux, 1,6 kg de déchets ménagers collectivités. Et alors, un chiffre, moi, qui m'a étonné, mais je comprends pourquoi Philippe le cite, c'est que chaque jour, chacun d'entre nous génère 12 tonnes kilomètres de fret, soit environ 100 kg sur une moyenne de 120 km. Ça veut dire que 120 kg sur 100 km pour chaque Français tous les jours. Voilà. Je rajouterai quelques chiffres que j'ai trouvés dans le bouquin. Philippe, il faut 14 calories, produire 14 calories pour une calorie de viande rouge. C'est ce que j'ai lu. C'est ça. Et puis, on peut recycler à peu près 3% des téléphones. Et Philippe en reparlera. Donc tout ça pour dire quoi? Que toute activité humaine a un impact environnemental. Il n'y a pas de voiture propre, d'énergie renouvelable totalement verte, de produits sans carbone et de transport sans zéro émission. Et le corollaire est simple, il n'y a donc pas de produit ou de service plus écologique, économe en ressources recyclables que celui qu'on n'utilise pas. C'est ce qu'a dit Eric en entrée. Alors la première question ne doit pas être comment remplir tel ou tel besoin ou telle envie de manière plus écologique, mais la question à se poser, c'est surtout ne pourrait-on pas vivre aussi bien, sous certaines conditions, sans ce besoin. Alors, Philippe, on va le présenter, il est ingénieur centralien, il a travaillé en France et à l'international dans différents secteurs industriels, l'énergie, la chimie, les transports, bâtiments, télécommunications, aéronautique, beaucoup de choses. Comme ingénieur conseil, il est chef de projet, comme chef de projet ou à des postes de direction. Il est co-auteur de plusieurs ouvrages, Quel futur pour les métaux, Le désastre de l'école numérique. Alors je ne sais pas s'il nous en dira un petit peu là-dessus, mais il me dit non. Bon, ça vous permettra d'acheter son bouquin et de pouvoir lire. Et puis son bouquin référence L'âge des low-tech. Il m'a dit aussi qu'il y avait un bouquin qui allait sortir en avril. Le bonheur, c'était demain. Le bonheur était pour demain. Ah, le bonheur était pour demain, donc ça sort en avril. Ça donne très envie. Alors Philippe, au-delà des chiffres que je viens de dénoncer, ta mission, si tu l'acceptes, bien entendu, est de nous dresser un état des lieux de la situation,
et de nous proposer des voies, parce qu'il n'y a pas qu'un État, il y a aussi des voies possibles d'exploration vers un nouveau système économique et industriel beaucoup plus soutenable. Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vais essayer effectivement de vous transmettre ma passion, qui sont effectivement les low-tech ou la question des ressources. Alors j'ai commis effectivement des ouvrages qui n'avaient pas grand-chose, enfin si, qui avaient quand même un peu à voir. Quand je me suis aperçu qu'on demandait à mon fils en cours au collège de remplir des tableaux Excel et d'apprendre à faire les sommes en ligne et en colonne plutôt que, je ne sais pas, travailler avec des trucs un petit peu plus concrets, je me suis dit, il se passe quelque chose à l'école, et donc je me suis intéressé au programme de l'école numérique, et c'est assez édifiant, effectivement, mais pas grand-chose à voir avec aujourd'hui. Alors, ce dont je voudrais vous parler, c'est effectivement faire un peu une introduction au low-tech, ce terme un petit peu bizarre, un petit peu repoussoir, un petit peu désagréable. Et pour ça, il faut parler de ressources. Alors, les ressources, c'est des ressources non renouvelables, c'est des ressources renouvelables qui donc se renouvellent chaque année, ou au moins à l'échelle d'une vie humaine, je ne sais pas, le bois, les poissons, l'eau, à condition de ne pas taper trop vite dans la manière dont, enfin, par rapport à la vitesse où le stock se renouvelle effectivement, on peut durer très très longtemps. Et puis il y a une partie des ressources qui sont des ressources non renouvelables, c'est-à-dire qu'elles ne se renouvellent pas à l'échelle d'une vie humaine, et donc par définition, on tape dans un stock. Ce stock peut être très très important, mais on tape dans un stock, et donc il faut en tenir compte si on veut durer un certain temps, et si on veut que nos civilisations soient effectivement techniquement soutenables. Alors, la question des ressources, ou l'alerte sur les ressources, elle ne date pas vraiment d'hier, en fait. Elle a démarré il y a bien longtemps, et je suis sûr que vous avez déjà en tête, ou que vous avez déjà entendu des phrases du genre « bah oui, mais les écolos nous ont déjà raconté il y a 40 ans qu'il n'y aurait plus de pétrole dans 40 ans, puis aujourd'hui il y a 40 ans de réserves, on a toujours la même chose. » Et si vous regardez par exemple les réserves, je ne sais pas, de cuivre, ou de nickel, ou de plomb, ou de tous ces métaux industriels qu'on utilise, elles n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui, donc c'est bien la preuve que l'ingéniosité humaine, le progrès technologique permet de repousser les limites. On l'a toujours fait, on le fait depuis le XVIIIe siècle au moins, pour ne pas dire plus, et comme on pourrait dire, on n'est pas tombé en panne de silex quand on est passé à l'âge du cuivre. Alors, en fait, donc le débat, en réalité, démarre à peu près dans les années 40, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des biologistes de la conservation, spécialiste de la conservation, un gars qui s'appelle William Vogt, par exemple, qui écrit Road to Survival. Le gars est spécialiste à l'origine des oiseaux, c'est un ornithologue. Il y a une autre personne qui écrit la même année, en 1948, Fairfield Osborn, c'est le fils d'un célèbre paléontologue. Il est président de la New York Zoological Society, donc il a vraiment pignon sur rue, et il écrit Our Plundered Planet, la planète au pillage. Et donc ces deux ouvrages, en 1948, vont avoir un grand succès d'édition et vont lancer le débat sur la question des ressources. Tout le monde est très paniqué à l'époque, notamment par la question démographique, évidemment, dans les années 50, 60. Il y aura Paul Ehrlich, peut-être certains d'entre vous connaissent ce nom. C'est lui aussi un biologiste spécialiste des papillons qui commet un livre en 1968, je crois, qui s'appelle The Population Bomb, la bombe P, et donc qui porte l'alerte en disant attention, à la fois l'augmentation de la population multipliée par le fait qu'on consomme tous de plus en plus va poser un problème de ressources, va poser un problème de réserve et de pollution. Et puis très vite, dès la fin des années 40 aussi, dès le début des années 50, il va y avoir des gens en face qui, eux, vont dire non, pas du tout, ces biologistes se trompent, parce qu'ils négligent un facteur important qui est le facteur du progrès, qui est le facteur de l'innovation technologique. Alors on ne parle pas encore tout à fait d'innovation, mais on parle de progrès technologique à l'époque. Et donc, on ne va pas avoir de problème de ressources, bien au contraire. Alors, vous avez par exemple quelqu'un qui, sans doute, vous connaissez, qui s'appelle Buckminster Fuller, célèbre architecte, celui qui a inventé les dômes géodésiques, et qui, dès les années 30, parle de la notion d'éphéméralisation. Ça n'a pas été traduit en français, malheureusement. Aujourd'hui, on parlerait de dématérialisation, c'est-à-dire que, vous voyez, grâce au progrès technologique, on utilise de moins en moins de quantité de métaux, de produits, de matières, pour produire un service qui est équivalent ou meilleur. Et il prend des exemples comme le télégraphe qui est remplacé par les ondes radio. Et donc on fait disparaître les câbles de cuivre et on les remplace par les ondes radio. Et puis ensuite, il va y avoir toute une série de personnes, des économistes, des futurologues qui vont comme ça montrer que finalement le progrès technologique va nous apporter le bonheur et l'abondance, et qu'au contraire, on ne va pas du tout vers un monde de pénurie. Alors
en 1972, alors chacun il commence à se donner des petits surnoms, chacun de leur côté. Alors les écologistes qui lancent l'alerte sur les ressources disent que les autres sont des cornucopiens, cornucopians, donc la cornucopia, la corne d'abondance, donc ils promettent l'abondance par le progrès technologique. Puis du coup, les cornucopiens, pas très contents de recevoir ce surnom, vont appeler les autres les doomsdayers, donc les prophètes de l'apocalypse. Donc, vous avez les prophètes de l'apocalypse et les partisans de l'abondance. Alors en 1972, les Doomsdayers marquent un point, parce qu'il y a le rapport Meadows, vous savez, Denis Meadows, qui fait ce rapport au Club de Rome, très célèbre, et qui va montrer, plus ou moins, à travers la première utilisation de la dynamique des systèmes, les premiers ordinateurs avec Jeff Forrester au MIT, va montrer plus ou moins que la croissance infinie dans un monde fini est quand même compliquée, et qu'au bout d'un moment, les courbes finissent par prendre une forme de cloche et se retournent, et qu'on ne peut pas faire maintenir la croissance. Alors là, les cornucopiens deviennent absolument hystériques à cause de ce succès-là, et ils vont réagir. Et donc il y a par exemple un monsieur, les économistes surtout, un monsieur qui s'appelle William Nordhaus, qui va commettre plusieurs papiers pour dénoncer le rapport Meadows, expliquer que c'est faux et que la question du progrès technologique n'a pas été bien prise en compte par Meadows, et que c'est pour ça que ça donne des courbes un peu n'importe comment. Et donc il invente, il commet plusieurs papiers, dont un d'une cinquantaine de pages, avec beaucoup d'équations comme les économistes aiment, et ce papier, en fait, il dit on va inventer la backstop technology. Alors c'est un peu intraduisible, on pourrait dire la technologie qui tue. Alors c'est la backstop technology, c'est une technologie qui donne une énergie infinie en puisant dans des stocks infinis et qui est totalement propre. Et il dit, vous voyez, quand on va trouver cette énergie-là, grâce à cette énergie-là, en fait, on va pouvoir faire de la croissance infinie. Alors, William Nordhaus, pour information, il a reçu le prix dit Nobel d'économie l'année dernière, donc pour ses travaux ultérieurs sur la croissance verte. Et vous voyez donc un petit peu la logique de dire, tant que je fais du progrès, tant que j'ai voilà, je vais trouver des choses et je vais m'en sortir. Alors, il ne faut pas trop se moquer de William Nordhaus, parce que d'abord, il a fait plein de travaux intéressants par ailleurs, mais en fait, dans les années 70, quand il commet ce papier, tout le monde avait en tête la fusion nucléaire. Et donc, c'était ça, la backstop technologie auquel les gens pensaient. On allait avoir quelque chose qui serait totalement propre, virtuellement infini, parce qu'on pourrait puiser dans les molécules d'hydrogène, et puis du coup, on pourrait avancer comme ça. Alors depuis, on a un petit peu calmé nos espoirs sur la fusion nucléaire. Alors du coup, voilà, ce débat continue, etc. Et puis il y aura des paris célèbres entre des économistes et des doomsdayers. Bon, je passe un petit peu le bilan, mais tout ce débat, il disparaît un peu dans les années 80-90, en fait, parce qu'il va y avoir la chute du mur de Berlin, il va y avoir la disparition, d'abord la baisse du PIB d'un certain nombre de pays, dans les pays d'Europe de l'Est, etc., l'URSS, ça va baisser la demande. Les États-Unis et l'URSS vont libérer des stocks stratégiques de métaux, ce qui va faire baisser très durablement le prix des métaux. Et donc, le débat va quasiment disparaître jusqu'au milieu des années 2000, où la croissance incroyable de la Chine et de l'Inde va faire repartir à la hausse l'ensemble des matières premières, avant la crise de 2008 en tout cas, et va remettre au goût du jour cette question, ce débat entre les écologistes d'un côté et puis les économistes, on pourrait dire, ou les partisans de l'abondance. Et aujourd'hui encore, finalement, vous avez ce même débat, vous avez des écolos qui disent on va avoir un problème, voire même ça va s'effondrer, certains disent, et puis de l'autre côté, vous avez des gens comme Jeremy Rifkin qui disent non, au contraire, on est en train de rentrer dans la troisième révolution industrielle, et au contraire, ça va être formidable, on va tous être producteurs et consommateurs d'énergie décentralisée et gratuite, quasiment gratuite, c'est dans son dernier livre, puisque une fois que j'ai installé le panneau solaire, j'ai de l'énergie qui est gratuite. Donc le débat est revenu, et il faut qu'on essaye un peu de faire le tri, et c'est ça que je vais vous proposer, voilà, qu'est-ce qu'on peut en retirer, parce qu'entre les gens qui hurlent au loup d'un côté, mais ça fait 50, 70 ans qu'ils hurlent au loup, et puis de l'autre, des gens qui nous promettent aussi nous promettent le bonheur pour demain, c'est pour ça que ça s'appelle « Le bonheur était pour demain », parce que pour l'instant, il n'est pas forcément tout à fait venu, enfin, ça dépend pour qui. Voilà. Alors, pour essayer un petit peu de pacifier ce débat, il faut revenir à la question de ce qu'est une réserve minière. Qu'est-ce qu'une réserve minière ? C'est une notion qui recouvre trois parties. En fait, c'est une ressource qui a été géologiquement identifiée, qu'on peut produire à technologie actuelle et à prix actuel. Vous voyez qu'il y a trois manières d'augmenter les réserves, de développer les réserves, d'exploiter les réserves.
On va d'abord identifier géologiquement des choses, donc on peut toujours explorer à d'autres endroits, on peut toujours aller chercher à des endroits où on n'allait pas chercher jusqu'à présent, et penser au pétrole dans l'Arctique, penser peut-être demain aux nodules polymétalliques dans les océans, penser, je ne sais pas, à la Lune. Il y a déjà des entreprises qui commencent à se monter, qui veulent faire de l'astéroïde mining, que sais-je. On verra si effectivement ça aboutit, mais on peut toujours continuer à explorer. Alors, la planète commence à être bien maillée, disons, d'un point de vue géologique. On sait à peu près là où il peut y avoir des choses, là où il n'y en a pas, mais on continue à explorer, à trouver, à chercher, à ouvrir des nouvelles mines. La deuxième notion, c'est la notion du progrès technologique. Effectivement, il y a progrès technologique et il ne faut pas le négliger. Et ça permet d'aller chercher des ressources qui sont moins accessibles ou qui sont moins concentrées. Donc vous allez, par exemple, le gaz de schiste, c'est du progrès technologique quelque part. On peut extraire des choses qu'on ne pouvait pas extraire avant, avec des puits horizontaux, avec un certain nombre de technologies. Et puis dans le domaine minier, aujourd'hui vous ouvrez une mine de nickel en Nouvelle-Calédonie, elle est à moins de 1% de concentration, alors que 3 ou 4% de concentration aurait été inimaginable il y a 20 ou 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'on fait maintenant de l'hydrométallurgie, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la pyrométallurgie et de brûler le minerai, les sulfures pour récupérer le minerai, on va lécher les minerais avec des acides, des solvants, des choses comme ça, et donc ensuite on va récupérer ça par chimie, si vous voulez, et donc ça permet de récupérer des choses qui sont bien moins concentrées. Voilà, c'est des exemples comme ça. Donc le progrès technologique, il existe, il est encore là, il va continuer, et il va se développer. Et puis la troisième notion, c'est la notion du prix. C'est-à-dire que mécaniquement, si le prix augmente, les réserves augmentent. Et c'est ça qui fait, entre autres, ce sont bien ces trois leviers-là qui fait qu'aujourd'hui on a toujours 40 ans de pétrole, alors qu'on avait 40 ans de pétrole il y a 40 ans, parce que effectivement, on va le chercher à d'autres endroits, on a progressé technologiquement et le prix est aussi plus élevé. Rappelez-vous que durablement, par exemple dans les années 80-90, le pétrole était à quelque chose comme $9, à comparer à, je ne sais pas, 40, 50, 60, 70 aujourd'hui. Et donc, peut aller extraire des choses plus importantes. Et regardez par exemple dans le domaine minier, si je prends une tonne de minerai, dans une mine de fer, je vais récupérer 400 kg de fer, dans une mine de cuivre, je vais récupérer 8, 10, 15 kg de cuivre, dans une mine d'or, je vais récupérer 1 à 5 grammes. Pourquoi est-ce que je peux me permettre de remuer une tonne de roche pour extraire 1 gramme d'or, là où j'aurais extrait 15 kg de cuivre ou 400 kg de fer? Parce que vous, consommateurs, enfin nous, consommateurs, nous sommes prêts à payer l'or plus cher que le cuivre, et le cuivre plus cher que le fer, d'accord ? Donc vous n'entendrez jamais un géologue vous dire qu'il y en a un problème ou qu'on aura un problème de ressources. Parce que si le géologue, vous lui donnez les moyens de faire de la recherche et du développement technologique, de faire de la recherche minière, et que vous le laissez creuser un trou de la taille qu'il le souhaite, eh bien il pourra toujours vous récupérer des réserves, d'accord ? Donc, si prenons l'exemple du cuivre, le cuivre aujourd'hui, dans la croûte terrestre, il est à peu près présent à 50 parties par million. C'est-à-dire que dans un kilogramme de roche, dans une tonne de roche, vous allez avoir à peu près 50 grammes de cuivre en moyenne, d'accord, sur la croûte terrestre. Si je prends toute la croûte terrestre, toutes les terres émergées sur 1 km d'épaisseur, vous savez qu'après 1 km, il commence à faire un peu plus chaud, les anciens mineurs le savent. On peut toujours faire des mines climatisées, ça existe, les mines de platine en Afrique du Sud, ou des choses comme ça, mais bon, on essaye d'éviter. Si vous prenez l'ensemble du cuivre que contenu dans la croûte terrestre, vous allez récupérer 3000 milliards de tonnes de cuivre. C'est-à-dire, en gros, l'équivalent d'1 million d'années de consommation de cuivre au rythme actuel. Donc, vous voyez que là, à ce moment-là, les ressources, on n'a plus vraiment de problème. Évidemment, vous voyez que c'est virtuel, parce qu'on ne va pas aller passer l'ensemble de la planète, y compris le jardin de votre grand-mère, au tamis fin. Ça ne serait pas possible. Donc, on va aller à des endroits un petit peu plus précis, qu'on va appeler des mines, du coup, là où il y a des réserves, c'est-à-dire où la planète vivante a concentré des ressources. Vivante, pas forcément au sens de James Lovelock, de Gaïa, vous savez, de cet être vivant qui s'auto-organise, mais vivante au sens de la tectonique des plaques, de l'orogénèse, la création des montagnes, de l'érosion différentielle, du cycle de l'eau, de l'oxygène, etc., qui a concentré à certains endroits les minerais. Et c'est à cet endroit-là qu'on va aller chercher, et on ne va pas aller chercher des choses à 50 grammes de cuivre par tonne, mais on va aller les chercher là où le cuivre il est à 8, 10, 15 kg. D'accord ? Alors, du coup, tout ça, ça ne pose pas vraiment de problème théorique, sauf que on a un petit sujet de circularité, qui n'est pas l'économie circulaire, mais qui est le lien entre l'énergie et les métaux. C'est-à-dire que ces métaux, je peux effectivement aller les chercher toujours plus profondément ou à des concentrations de plus en plus basses. La concentration des mines, la concentration moyenne des mines au niveau mondial baisse. Elle baisse parce que nos ancêtres n'étaient pas stupides, ils ont commencé par taper dans le stock, là où il était le plus riche, le plus concentré. On ne serait jamais rentré dans l'âge du cuivre s'il avait fallu récupérer du cuivre à 0,8% de concentration ou 0,5% comme les mines qu'on ouvre aujourd'hui. On est rentré dans l'âge du cuivre parce que nos ancêtres ont trouvé du cuivre natif qui était à 100% ou très très proche de 100%.
Donc chaque année, il y a des mines qui ouvrent, chaque année, il y a des mines qui ferment. Elles sont épuisées au sens de la définition de la réserve qu'on a vu tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de métal, mais il est plus exploitable au prix actuel et à la technologie actuelle. Et donc les mines qui ouvrent ont une concentration plus faible que les mines qui ferment. Donc globalement, on descend comme ça, ça dépend un peu des métaux. Ce n'est pas vrai pour le fer et l'aluminium qui sont deux métaux très abondants, mais pour tous les autres métaux, on a comme ça une baisse de la concentration. Cette baisse de la concentration, qu'est-ce qu'elle implique? Qu'on va consommer de plus en plus d'énergie pour extraire la même quantité de métaux. Soit parce qu'il faut aller les chercher plus profondément, il faut creuser des plus gros trous, soit parce qu'il faut mécaniser, robotiser, climatiser des mégamines du futur, soit parce que la concentration est plus faible, tout simplement. Ça ne serait pas forcément très grave, mais en même temps, on a un sujet d'énergie. L'énergie, elle aussi, devient moins accessible, moins concentrée, soit parce qu'on passe sur des modèles d'énergie fossile qui, elles, réclament plus de métaux pour produire la même quantité. Hein. Vous imaginez qu'une plateforme deep offshore au large du Brésil ou en Arctique va consommer plus de métaux par baril produit avec sa noria d'hélicoptère, de supply vessels, etc., et toute la structure qu'il faut installer par rapport à un puits éruptif au milieu du Texas ou de l'Arabie Saoudite, vous allez consommer plus de métaux, vous allez avoir besoin d'extraire des choses qui sont moins faciles à extraire qu'avant. Et puis les énergies renouvelables, théoriquement infinies, formidable, la source est infinie, mais sauf qu'il faut capter, convertir, stocker, utiliser, transporter, et là, pour le coup, on utilise du coup des métaux. Alors, on les utilise en quantité plus importante parce que les énergies renouvelables sont moins concentrées, sont plus intermittentes. Typiquement, il faut 8, 10, 15 fois plus de cuivre, d'acier pour produire 1 kWh avec de l'éolien. Ça dépend un peu de où on installe l'éolienne, ça dépend de quelle est la taille de l'éolienne, donc les chiffres varient un peu, mais il faut massivement plus de ressources pour produire la même quantité. Et il faut aussi parfois seulement, des ressources plus rares. Donc les fameuses terres rares, le néodyme dans les aimants permanents des éoliennes de forte puissance. Dans certains panneaux photovoltaïques à haut rendement, on trouve aussi des poudres de perlimpinpin, de l'indium, du gallium, du sélénium, plein de petites choses, des métaux rares, très rares, qu'on va mobiliser pour effectivement produire ces énergies renouvelables. Du coup, quel est le résultat? Si on avait accès à la backstop technologie de William Nordhaus dont on parlait tout à l'heure, la technologie qui tue l'énergie infinie, j'aurais pas de problème de ressources. Je peux continuer à descendre en concentration dans la planète, dans la croûte terrestre, et je peux récupérer tout ce que je veux. Mais on n'a pas accès à la backstop technologie. A l'inverse, si j'avais pas de sujet de ressources et que j'avais des ressources extrêmement abondantes et disponibles, eh bien je peux faire le monde à la Jeremy Rifkin, installer des panneaux photovoltaïques partout, des éoliennes, des hydroliennes, que sais-je, des batteries pour stocker tout ça. Et j'ai pas accès à ces ressources infinies. Voilà. Donc vous voyez qu'on a deux sujets qui interagissent un peu. Je deviens de plus en plus contraint sur les ressources. Ça risque de me contraindre sur l'énergie, ou sur le déploiement d'énergie renouvelable, ou sur la décarbonisation des énergies, de l'énergie électricité. Et en même temps, j'ai un problème sur l'énergie qui va me réclamer de plus en plus de ressources. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a une légère escroquerie intellectuelle dans ce que je viens de vous présenter. La légère escroquerie intellectuelle, c'est que j'ai passé mon temps à naviguer entre le pétrole, le gaz, le charbon, tout ça, ça marche pareil, ce sont des ressources minières aussi, et la définition est la même que pour les ressources métalliques. Mais il y a quand même une énorme différence. Une fois que j'ai extrait un baril de pétrole, je l'utilise, je le brûle. Quand j'en brûle un peu trop, ça finit par me faire un problème sur la régulation climatique planétaire, mais il a disparu pour toujours. Quand j'ai extrait 1 kilo de cuivre de ma mine de cuivre, pour le coup, lui, il n'a pas disparu. Il est toujours présent dans nos objets, dans nos bâtiments, dans nos voitures, dans la technosphère, dans l'humanosphère, on peut appeler ça comme on veut, dans l'anthroposphère. Et donc, d'où l'idée de l'économie circulaire. C'est-à-dire que l'avantage énorme des métaux par rapport au plastique, c'est que les plastiques se recyclent. Déjà, ils ne se recyclent pas tous, mais un certain nombre, même ceux qui se recyclent difficilement, dans le sens où les chaînes de polymères finissent par se casser, etc. Donc il faut, au bout d'un moment, au bout de 2, 3, 4, 5 cycles, il va falloir... On ne peut plus recycler ce plastique. Enfin, il faut réintroduire du plastique neuf, si je puis dire. On n'a pas ce problème avec les métaux. Vous pouvez refondre un câble de cuivre 1000 fois de suite, et vous obtiendrez toujours un câble de cuivre sans aucune perte de capacité. Donc, d'où l'idée, en fait, un peu des économistes, de nos cornucopiens de tout à l'heure, qui disent il n'y a pas de problème de ressources, puisqu'il suffit de ressources métalliques, de ressources non renouvelables, puisqu'il suffit de faire de l'économie circulaire, et on va recycler les métaux à l'infini. D'accord ? Donc du coup, la gigantesque accélération qu'on a vécue ces 20-30 dernières années,
Accélération liée à notre consommation qui augmente, au décollage, à l'industrialisation de la Chine, de l'Inde derrière, à l'urbanisation, à la motorisation maintenant de la Chine et de l'Inde. Mais en fait, on pourrait dire que c'est une manière de se doter chaque être humain de la planète d'une certaine quantité de grammes de cuivre, de nickel, de plomb, de zinc, que sais-je, pour se développer ou atteindre un certain niveau de développement. Et puis ensuite, on arrêtera et on pourra faire tourner la cage à hamster tranquillement avec de l'économie circulaire. Malheureusement, cette vision-là, elle est extrêmement utopique à cause de la manière même dont nous consommons, dont nous concevons nos objets, dont nous consommons les ressources. Alors pourquoi c'est extrêmement utopique ? Bon, d'abord, passons sur le fait qu'on ne peut jamais vraiment recycler à 100% pour de vrai. Dans la vraie vie, il n'y a jamais rien qui a réellement un rendement de 100%. Donc, on pourrait atteindre 99% de taux de recyclage, ou 99,9%, ça serait déjà formidable, mais 100%, c'est jamais possible. Par contre, il y a deux autres effets qui sont bien plus problématiques. Le premier effet, c'est les usages dispersifs ou dissipatifs. Le fait qu'il y a toute une partie de nos ressources que nous qui ne sont pas récupérables après usage, tout simplement parce que la manière dont les a utilisés ne les rend pas récupérables. Alors, un exemple très emblématique, un petit peu extrême, le titane, c'est un métal de l'aéronautique avec un point de fusion extrêmement élevé, donc c'est assez cher, etc. à produire, donc c'est plutôt bien recyclé. Vous voyez, les aéronefs en fin de vie vont être démantelés, etc. On va récupérer le titane. Très bien. Mais il n'y a que 5% du titane qui est utilisé sous sa forme métallique. Et 95% du titane, c'est le colorant blanc universel, TiO2, qu'on trouve dans les cosmétiques, les peintures, les sièges, les tissus, le papier. Et donc, vous ne pourrez pas, par définition, récupérer cette ressource. Donc, vous avez comme ça, en fonction des métaux, 10, 15, 20, 25, 30% parfois, des métaux qui ne vont pas être récupérables parce qu'on les utilise sous une forme chimique. Alors, si vous voulez être écolo, il ne faut pas imprimer en couleur, par exemple, parce que vous allez utiliser du chrome pour faire du vert et du jaune, vous allez utiliser du cobalt pour faire du bleu, etc. Et donc, vous allez avoir, une fois que vous allez, même si vous recyclez votre papier, vous voyez, quand on va nettoyer le papier, etc., la partie des lixivia, si vous voulez, enfin de ce qui ne va pas être récupérable, contient des métaux qui ne seront évidemment pas récupérables. Et quand vous allez cracher dans votre lavabo le zinc de votre dentifrice, de la même manière, vous ne pourrez pas le récupérer. Ou le titane de votre crème solaire, etc. Le deuxième effet, qui est problématique lui aussi, c'est le fait qu'on a du mal à recycler sans dégradation de l'usage. C'est-à-dire qu'on va récupérer physiquement la ressource, mais la manière dont on va la recycler va leur faire perdre leur fonctionnalité. Je vais prendre un exemple très bête. On va prendre une petite cuillère en inox, donc qui contient un petit peu de nickel et un peu de chrome. Et en fait, elle contient assez peu de nickel et de chrome. Et puis, il faut savoir qu'il y a, je crois, 3000 différentes sortes d'alliages au nickel, juste pour prendre un exemple. Il n'y a pas 3000 sortes de poubelles pour les 3000 sortes d'alliages. Il n'y a que deux grosses poubelles, on appelle ça les aciers carbone et les aciers inox. Ma petite cuillère, qui ne contient pas assez de nickel et de chrome pour rejoindre la filière inox, pour faire très simple, elle va partir dans l'acier carbone, elle va aller dans un four électrique, et une fois qu'elle sera dans son four électrique, eh bien, mon atome de nickel, il a bien été recyclé concrètement, mais il va terminer dans une ferraille à béton. Parce qu'en fait, j'aurai un acier de bas de gamme qui lui-même aura été pollué par exemple, le cuivre qui viendra des câbles des voitures que j'aurais broyés. Le recyclage d'une voiture, j'enlève les sièges, j'enlève le pare-brise, j'enlève la batterie, les pneus et je broie. Et ensuite, c'est le four électrique. Tout le contenu de tous ces métaux ne va pas être concrètement bien récupéré. Alors vous avez comme ça tous les aciers spéciaux qui vont contenir du vanadium, du molybdène, du titane, enfin plein de choses différentes qui ne vont pas, qu'on a extrait de plein de mines différenciées, que la planète avait concentrées assez intelligemment, en général dans des mines elles-mêmes un peu polymétalliques, mais bon voilà, on va mélanger tout ça, et puis dès la fin de vie de l'objet, on va aller faire du downcycling au lieu de réussir à recycler correctement. On ne peut pas faire on ne fait pas une boîte de conserve à partir d'une voiture, et on ne peut pas faire une voiture à partir d'une boîte de conserve, parce que les aciers, les puretés d'alliage qui sont réclamées ne permettent pas d'avoir des choses qui sont issues du recyclage. D'accord ? Ces deux phénomènes-là, ils prennent des proportions extrêmes dans le numérique, dans tout ce qui est électronique, dans tout ce qui est technologique. Pourquoi ? Parce que j'ai des choses qui ont été de plus en plus miniaturisées, donc qui se sont rapprochées de l'usage dispersif, c'est des quantités infimes. J'ai 30 à 40 métaux différents dans un smartphone, c'est parfois en quelques milligrammes, dixièmes de milligrammes, voire moins. Et là aussi, je vais passer ça au four électrique, et même dans les meilleures usines mondiales, je vais récupérer peut-être une dizaine de métaux sur la trentaine qu'il contient, et il y a des quantités qui sont économiquement trop faibles pour être concrètement récupérées, donc on a infiniment dispersé.
Donc, pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de métaux emblématiques des nouvelles technologies. Alors peut-être leur nom vous dira rien, mais vous avez l'indium par exemple qui sert dans les écrans plats ou dans les écrans tactiles. Ouais. L'oxyde d'indium éteint, ou dans les verres faiblement émissifs. C'est la seule métal qui est, enfin composé chimique qui est à la fois transparent et conducteur. Donc dès que vous appuyez quelque part et que ça touche, ça veut dire qu'il y a de l'indium dedans. Bah, cet indium, le gallium aussi qui a des propriétés optoélectroniques, qui sert dans les LED, etc. Le tantal qui sert dans les mini-condensateurs, vous voyez les petits cylindres qu'il y a sur les cartes électroniques quand vous faites tomber votre téléphone par terre, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, c'est recyclé à et toutes les terres rares sont recyclées à moins de 1%. Moins de 1%, en langage non technocratique, ça veut dire zéro, hein, évidemment. Et c'est pas parce qu'on est des mauvais consommateurs, ou je sais pas quoi, c'est parce que concrètement, la manière dont on les a utilisés ne permet pas de les récupérer correctement. Et donc du coup, plus on est high-tech, plus on s'oriente vers des solutions technologiques, bien plus on s'éloigne de l'économie circulaire. C'est embêtant. Voilà, donc ça c'est le constat de départ qui, moi, du coup, m'a amené à poser cette question des low-tech, alors qui est un terme un petit peu provocateur, vous voyez, c'est un petit peu pour se dire, attention, peut-être que les high-tech ne vont pas nous sauver, peut-être qu'on est en train de croire qu'on va résoudre le problème, mais qu'on en crée d'autres à côté. On va se faire rattraper sur la question des ressources, par l'énergie, par le climat. On essaye de faire un truc qui est critère presque sur la question du CO2, qui est évidemment critique et très importante, mais du coup, si on ne s'occupe pas de la question des ressources, on tape dans un stock de manière accélérée, on réduit la quantité possible de recyclage, et du coup, on s'éloigne comme ça de la durabilité. D'autant qu'on les appelle métaux rares. Donc, par définition, notre stock est rare. Oui et non, parce qu'en fait, il y a plein de définitions de métaux rares, il y a métaux rares, il y a métaux critiques. Alors, il ne faut pas confondre terres rares, métaux rares. Après, voilà. Mais il y a plein de... Mais vous avez raison, ils sont, disons, moins abondants dans la croûte terrestre. Et donc, en fonction des cas, pour une même abondance, vous pouvez avoir des métaux qui ont été plus ou moins concentrés par des processus géologiques divers, voire même parfois biologiques. Voilà, et donc ça dépend un petit peu. Mais voilà, globalement, c'est clair qu'il y a moins d'or. C'est pas pour rien que l'or, le platine, les platinoïdes, l'argent sont des métaux précieux. C'est parce qu'ils sont moins abondants dans la croûte terrestre, effectivement. De l'ordre de 1000 fois moins abondant que le cuivre, par exemple. J'en étais où? Oui, voilà. Donc les low-tech. Donc les low-tech, c'est pas le retour à l'âge de pierre, au temps troglodytique, la caverne, la bougie, tout ça. Non, c'est d'essayer de prendre en compte cette question des ressources, se dire, bon Dieu, comment est-ce que je peux faire pour économiser ces ressources, sachant qu'à chaque fois que j'utilise quelque chose, je vais avoir des effets dispersifs, je vais avoir des effets de downcycling, je vais avoir du mal à récupérer les ressources. Donc comment est-ce que je peux avoir une plus grande attention à cette question-là? Alors moi j'aime bien... alors il n'y a pas de label low-tech ou pas low-tech, hein, vous voyez, c'est un peu compliqué de définir la frontière. Imaginez par exemple un vélo. C'est pas mal un vélo par rapport à une voiture. On sent que ça a plus de durabilité, on sent que ça peut durer plus longtemps, c'est réparable, c'est autonome, je sais pas quoi. Mais un vélo, il n'y a pas plus high-tech à fabriquer. Comment vous voulez faire un vélo sans savoir vulcaniser des pneus, sans savoir faire de la métallurgie de précision pour faire des câbles de frein? Pour faire un dérailleur, on ne va pas faire un dérailleur chez un forgeron de village, vous voyez. Donc en fait, c'est relativement high-tech à fabriquer, mais l'objet lui-même, une fois que je l'ai mis dans les mains du consommateur en termes d'usage, bah, c'est un truc plutôt low-tech, durable, réparable, etc. Vous voyez un petit peu la logique. Donc du coup, c'est très dur de définir une frontière exacte et de donner une définition exacte, mais bon, on va dire les low-tech, version française, ça serait des technologies sobres, agiles, résilientes, autonomes. Vous pouvez choisir un petit peu des épithètes comme ça, et puis après, chacun y met un petit peu ce qu'il a envie d'y mettre. Moi, j'ai coutume de dire que c'est plutôt une démarche qui consiste à se poser 3 questions. Pourquoi je produis? Qu'est-ce que je produis? Et comment je le produis? Alors, pourquoi je produis? C'est poser la question de la sobriété, de la frugalité, de la décroissance, si vous voulez, de la post-croissance. Mettez ce que vous voulez derrière, mais se dire attention, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure en introduction. Il n'y a rien qui est vert, il n'y a rien qui est propre, il n'y a rien qui est zéro émission. Tout a toujours un impact, et donc la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. D'éviter de consommer, effectivement. Donc là, on peut ouvrir la boîte de Pandore de la sobriété, dans plein de domaines, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine des usages des objets du quotidien. Alors dans le domaine du bâtiment, qu'est-ce que ça pourrait être la sobriété? Alors, attention, pas confondre sobriété et efficacité, parce que pour moi, un bâtiment qui est très très bien isolé, qui consomme très très peu, c'est pas de la sobriété, c'est de l'efficacité. D'accord? C'est un peu différent. Alors, la sobriété dans le bâtiment, ça serait quoi? Pour moi, la première chose, construire moins. On construit trop. On construit trop, on artificialise trop,
On ne peut pas continuer à artificialiser au rythme où on artificialise. Un département français, 1% du territoire qui y passe tous les 7 à 10 ans, ça veut dire que dans moins de temps que ce qui nous sépare de Charlemagne, l'ensemble de la France, ça sera la planète Trantor de la trilogie d'Isaac Asimov sur Fondation. Vous connaissez peut-être, non? C'est de la SF des années 70. Donc Fondation, il y a un empire galactique et la planète Trantor qui est entièrement artificialisée. Voilà, on ne veut pas couvrir l'ensemble du territoire de béton, de parking et de bitume. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter d'artificialiser. Alors il faut construire moins. Qu'est-ce que ça veut dire construire moins? Ça veut dire mieux utiliser nos mètres carrés, déjà. Mieux utiliser l'existant. On utilise très mal nos mètres carrés. Les écoles de la République, par exemple, sont très mal utilisées. Pas forcément parce qu'on y fait de l'école numérique ou je ne sais pas quoi. Juste parce qu'on ne les utilise pas le soir, le week-end, pendant les vacances. Donc si j'ai une école d'un côté et puis qu'à côté j'ai fait un club, une maison, des associations, j'ai construit 2 trucs, j'aurais peut-être pu faire un seul. En se faisant confiance, en réfléchissant au programme, en se passant les clés, que sais-je, on peut imaginer des outils, des manières de partager. On peut, alors il y a tout ce qui est habitat partagé, évidemment, qui un petit peu émerge ici et là. Il y a des architectes qui réfléchissent aujourd'hui à faire des hôtels d'entreprise dans la journée et des hôtels la nuit. Ne me demandez pas exactement comment ils font, mais en gros, il y a des lits qui descendent, etc. Enfin, il y a des schémas de fonctionnement comme ça qui permettent un petit peu de partager des usages. Et je suis sûr qu'il y a une foultitude de solutions de ce type-là. Une fois qu'on a dit qu'on allait quand même construire, là, on peut rentrer sur la question de dire déjà, il faut mieux réhabiliter que construire du neuf. Bon, ça, je sais que c'est toujours plus compliqué à la fois pour les concepteurs et pour les constructeurs qui n'aiment pas les surprises. Donc, il y a toujours plus de surprises et de mauvaises surprises en réhabilitation qu'en neuf, évidemment. Et puis après, il y a évidemment les usages, la sobriété à l'usage. Alors, la sobriété à l'usage, c'est quoi? C'est de baisser la température de fonctionnement et d'enfiler un pull vert. On consomme trop d'énergie, c'est tellement plus simple, tellement plus rapide, tellement moins cher, tellement plus efficace d'isoler un corps que d'isoler un bâtiment. Alors, dans les années 70, c'est vous qui citez les années 70 tout à l'heure, on avait des idées, je sais pas quoi. Il y avait aussi des campagnes de publicité à la télévision qui disaient votre pull vert, le meilleur outil anti-gaspi, juste après le premier choc pétrolier. Donc, ces choses, on est revenu en arrière, si je puis dire, parce qu'on a oublié ça, mais voilà, il y a ces possibilités. Alors, ça ne veut pas dire de revenir au 19e siècle en ayant froid et en attendant avec grand plaisir le retour du printemps, qui ne va pas tarder, mais ça, on a depuis peut-être progressé dans un certain nombre de tissus, de manières d'isoler les choses. On peut réinventer le lit à baldaquin, le chauffage par le sol, j'en sais rien. Mais voilà, il y a des manières de réfléchir à ça, il faut réfléchir à ça. Et en fait, le point de référence s'est décalé dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on chauffe un appartement parisien de base bien plus que ce qu'on chauffait dans les années 70. Y compris cette salle, bien sûr, parce qu'on est à 100 watts par personne, donc là, on a largement ce qu'il faut, sans doute, pour... Mais on est en train de chauffer tout le reste du bâtiment, donc on va se dire que comme c'est bien régulé, peut-être on est en train de faire des économies quand même. Voilà. Mais vous avez raison, voilà. Donc là, il n'y a pas de limite à ça. Alors il ne faut pas tomber non plus dans le truc totalement affreux et inconfortable, mais aujourd'hui, on est parti dans le mauvais sens sur ça. Non. Le deuxième, alors une fois qu'on a réglé la question du pourquoi, alors bon, il y a plein d'autres questions évidemment. Là, il y a la question du quoi. Alors voilà, évidemment. Alors la question du quoi, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'on allait quand même faire notre bâtiment ou qu'on allait quand même faire notre machine à laver ou je sais pas quoi, va venir la question de la conception. Qu'est-ce que je produis effectivement? Qu'est-ce que je conçois? Donc là, si je prends la machine à laver, l'idée c'est de dire oui, comment je fais pour économiser les ressources? Alors économiser dans la partie fonctionnelle, ce dont j'ai besoin réellement ou pas, mais ensuite derrière sur la capacité à la faire durer, à réparer, à la rendre modulaire, à la rendre facilement démantelable en fin de vie, à éviter de mélanger des choses qui sont incompatibles en métallurgie en fin de vie, etc., pour lutter contre cette logique de downcycling et cette logique de difficulté de recyclage. Alors dans un bâtiment, ça veut dire quoi? Alors un bâtiment, on va dire, heureusement quelque part, est plutôt à une durée de vie plus grande que la voiture ou que nos objets électroniques. Enfin encore que, parce que je trouve que l'obsolescence des lieux augmente elle aussi. On a plutôt tendance à voir que quand même il y a une accélération, notamment je sais pas les lieux commerciaux, etc. Où on a cette obsolescence et cette logique un peu de renouvellement qui est un peu plus rapide que la décoration du château de Versailles. Alors, voilà, donc ça c'est la question, on va dire, alors autour de ça, ça peut être quoi? Ça peut être des questions là aussi de modularité, de changement possible de fonction, de démantèlement simple en fin de vie et de réutilisation possible d'un certain nombre d'équipements. Voilà, il y a plein de choses à travailler sur cette question-là. Et puis ensuite, il y a la dernière question qui est la question du comment.
une fois que j'ai dit pourquoi je produis, qu'est-ce que je produis, comment je produis. Et là, ça ouvre plein de questions. Alors, dans le domaine manufacturier, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi il y a eu une telle concentration de production dans un certain nombre de pays qui ont joué des normes environnementales et sociales, disons, plus basses que dans les pays, européens, par exemple, et qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 90% des boutons pression et des fermetures éclairs de la planète qui sont produits dans une seule ville en Chine, qui s'appelle Kiaotou, de mémoire. Enfin, j'ai écrit le bouquin il y a 5 ans, il faudrait vérifier. Voilà, bon, c'est un petit peu... Est-ce que c'est vraiment le monde résilient qu'on veut ? Et puis, pour parler de résilience, d'ailleurs, quand on parle de smart city, de smart building, etc., est-ce qu'on imagine demain, d'aborder ce 21e siècle qui semble un petit peu compliqué, en confiant l'ensemble de notre vie et de notre optimisation à des multinationales californiennes, stockant nos données dans des data centers islandais, groenlandais ou finlandais, parce que c'est mieux pour le climat, tout ça avec des capteurs produits en Asie du Sud-Est, avec des matières premières issues de 50 pays différents, dont la moitié peut-être sont géopolitiquement très instables. Bon, ben voilà, c'est une question aussi, donc cette question d'autonomie, de résilience, fait aussi partie de la discussion sur les low-tech. Et puis l'autre question sur le comment, c'est la question de l'arbitrage entre l'être humain, le travail humain, et les machines et l'énergie. On se gargarise dans nos pays depuis le 19e siècle de progresser en productivité. On parle en permanence de progrès de la productivité qui permet de partager les fruits de la productivité, on partage entre le capital et le travail, un petit peu traditionnellement. L'ubérisation et autres un petit peu mis à mal ce consensus républicain issu de la Seconde Guerre mondiale, mais bon, peu ou prou, on est toujours à suivre ces chiffres de productivité. Qu'est-ce que c'est la productivité ? C'est produire la même chose ou plus avec moins de travail humain. Mais à quoi ça correspond en pratique de faire de la productivité ? C'est de remplacer des gens par des machines ou demain des logiciels d'intelligence artificielle, enfin avec les data centers, etc., et l'ensemble du système numérique qui servira à ça, alors qu'en fait, on doit sortir du paradigme du 19e siècle. Au 19e siècle, Jean-Baptiste Say, 1815, cours d'économie politique, les ressources sont inépuisables, sinon elles ne seraient pas gratuites. Et voilà, en gros, les ressources ne coûtent que le capital et le travail à mobiliser pour extraire ces ressources de la croûte terrestre. Aujourd'hui, ces ressources, elles deviennent rares ou elles deviennent coûteuses d'un point de vue environnemental, ce qui est à peu près la même chose. Alors que le travail humain, lui, qui était difficile à mobiliser au 19e siècle, vous voyez, les grèves, les paysans qui n'avaient pas forcément envie de rejoindre Manchester et Birmingham, aujourd'hui, on a trop de travail humain disponible, ça s'appelle le chômage, ça s'appelle le temps partiel subi, ça s'appelle plein de choses comme ça. Voilà. Il est temps de réfléchir à essayer d'inverser un peu le paradigme et de se dire, finalement, voilà, quand je remplace un être humain par une machine, j'ai remplacé du travail humain, renouvelable, disponible, par de la consommation inéluctable de ressources, puisque je n'aurai pas un taux de recyclage à 5%, et d'énergie. Et évidemment, si cette machine est électronique, ce qui est à peu près toujours le cas, je suis même certain que le taux de recyclage sera de 0%. Voilà, donc ça c'est une vraie question, alors qui concerne peut-être l'ensemble de nos administrations, nos entreprises, mais qui concerne aussi le pouvoir public quelque part, puisqu'il y a une question fiscale derrière ça. C'est comment est-ce que qu'est-ce que je mets sur le travail humain, qu'est-ce que je mets sur les ressources, sur la taxe carbone, que sais-je. Mais c'est valable aussi dans les bâtiments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait des bilans carbone ou des bilans d'énergie grise de nos bâtiments. Est-ce qu'on fait des bilans nombre d'heures de travail ? Je ne sais pas. Est-ce que ça n'intéresserait pas un certain nombre de décideurs publics, par exemple, de savoir que, effectivement, telle conception de bâtiment va générer du travail local, etc. Et pas peut-être, je ne sais pas, des panneaux préfabriqués qui arrivent de l'autre bout de l'Europe ou des choses comme ça. Oui, mais ces panneaux préfabriqués nécessiteraient du travail. Oui, non mais voilà, ok. Mais tout ça, c'est évidemment ouvert de bas, parce que là, on sort un petit peu de ma question d'ingénieur. Voilà, donc en gros, je ne sais pas si j'en suis à peu près aux 3 quarts d'heure, je n'ai pas du tout regardé, mais sans doute. Hein, j'ai encore 5 minutes, voilà, bon. Donc, pour conclure, moi, je n'ai pas les réponses à tout, je ne suis pas spécialiste de tout, j'ai vaguement travaillé dans le bâtiment pendant quelques années, ma femme est architecte, tout ça, donc je vois à peu près de quoi ça parle, mais c'est à vous de vous emparer du sujet. Moi, je suis là juste pour inoculer le virus. Alors, attention, chaque fois que vous allez mettre un truc un petit peu high-tech, ça sera de votre faute si le dentiste du 22e siècle est repassé au niveau des années 70. Moi, j'ai pas du tout envie que le dentiste repasse au niveau des années 70. J'adore les radios numériques. Enfin, ça me paraît très très bien. Donc, on voit bien qu'il y a des usages technologiques qui sont fort intéressants. Je prends le médical parce que voilà, ça va faire consensus. Encore qu'on pourrait se dire, quand on glisse vers le transhumanisme, on pourrait se poser la question de si effectivement il n'y a pas aussi là une question d'usage, de bons usages et de mésusages.
Mais à côté de ça, on a toute une logique d'innovation technologique qui est un peu poussée par, le système, des start-upers, etc., et qui nous amène à des trucs complètement absurdes. Vous voyez, par exemple, j'ai découvert il y a quelques mois de ça qu'on pouvait s'acheter un distributeur de croquettes pour chat connecté. Alors, c'est pas le chat qui est connecté, le distributeur qui est connecté. Donc, c'est quoi? C'est un dispositif avec une balance pour peser votre chat, vérifier sur smartphone son poids, qui va distribuer donc la bonne quantité de croquettes. Pas de crevettes, quand même, pas encore. Encore que, ça pourrait venir. Et qui a une caméra avec un dispositif de reconnaissance faciale, parce qu'il ne s'agit pas de nourrir tous les chats du quartier, il ne faut pas non plus déconner. Oui, donc c'est un petit peu extrême, évidemment, mais c'est pour se dire que finalement, aujourd'hui, on a un peu cette innovation. Il y a forcément des usages intéressants dans l'innovation technologique. Il y a des usages qui semblent plus un peu clinquants, ou les cas d'usage semblent un petit peu étonnants, et qu'il faut se reposer une question différente. C'est-à-dire que la réponse ne peut pas être technique. La réponse à notre sujet climatique n'est pas technique. Elle est socio-technique. C'est éventuellement la techno, mais c'est surtout des usages, des questions d'usage. Et je pense que vous le savez dans vos bâtiments, quand on installe quelque chose, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à chaque fois qu'on fait de l'efficacité, on va faire de l'effet rebond. C'est l'histoire des 2 derniers siècles qui le montre. À chaque fois qu'on fera de l'efficacité, on fera de l'effet rebond. Alors, est-ce que cet effet rebond ne fait que manger une partie de l'efficacité, comme c'est le cas dans les grands programmes de rénovation thermique, où on gagne un peu, mais on ne gagne pas ce qu'on comptait gagner? Est-ce que ça sera un effet rebond qui, au contraire, multiplie les usages, comme c'est le cas dans le numérique? Dans le numérique, on progresse beaucoup. On a la consommation unitaire pour chaque octet stocké de photos, de je sais pas quoi, de Gmail sur les data centers. Ça, on a amélioré l'architecture, on a amélioré la manière de les refroidir, etc. On les installe même dans des zones polaires maintenant, circumpolaires, pour essayer de baisser leur facture de climatisation. Mais voilà, du coup, on fait de l'efficacité, ça coûte de moins en moins cher, et on consomme de plus en plus de data, et on double tous les 18 mois l'ensemble des données qu'on stocke et qu'on échange. Idem sur le covoiturage, idem sur la Smart City. On dit qu'on va faire de l'efficacité. La voiture autonome, est-ce qu'elle viendra à la Jérémy Rifkin, ou est-ce qu'elle viendra avec le bureau de papa, et qui fait qu'il peut partir à 7h du matin et faire 1h30 de trajet, parce que finalement, il travaillera déjà à partir du moment où il sera parti, il n'aura pas besoin de conduire. Donc la manière sur le covoiturage, aujourd'hui, on ne voit pas l'effet Blablacar. Il n'existe pas. À la sortie des raffineries, on consomme toujours plus de litres d'essence. Les voitures s'améliorent, on covoiture de plus en plus, mais on consomme toujours autant d'essence. On ne sait pas exactement pourquoi, mais les études sociologiques qui sortent chez des grands transporteurs ferroviaires, par exemple, qui s'inquiètent que les trains parfois se vident, montrent que, en fait, dans les 3 personnes qui font Paris-Strasbourg, ça n'a pas remplacé 3 voitures, en fait. Il y a un étudiant qui a fait l'aller-retour parce que c'était pas cher, il y a une personne qui avait peut-être pris le train, et puis le 3e, il a la contribution économique des 2 autres, ce qui fait que du coup, en fait, il fait peut-être plus souvent lui aussi l'aller-retour. Donc, il y a un effet rebond permanent dans la question d'efficacité. Donc, il faut se reposer une question plus générale, qui ne soit pas une innovation uniquement technologique, centrée sur la technologie, mais qui soit une innovation sociétale, organisationnelle, culturelle, qu'on se bouscule un peu. À nouveau, c'est pas revenir à l'âge de la bougie, mais c'est changer des manières de faire. Prenez tout le mouvement zéro déchet, par exemple, qui est en train d'un petit peu d'émerger. Le retour de la consigne. Consigner les bouteilles. C'est pas tellement technologique, on sait nettoyer une bouteille depuis assez longtemps. Mais c'est une innovation organisationnelle. Pour réussir à réorganiser de la consigne, il faut mettre autour de la table un fabricant, un distributeur, un vendeur, un client, et c'est ça qui rend le truc compliqué. Voilà, donc réfléchir à autre chose. Un truc assez marrant que dit mon ami Étienne Klein, c'est il montre comment la sémantique a glissé, notamment dans le discours politique, du mot de progrès au mot d'innovation. Aujourd'hui, on ne parle plus que d'innovation. D'accord ? Et donc les mots magiques, blockchain, etc. Voilà. Or, on n'ose plus parler de progrès parce qu'on ne sait plus vraiment définir ce qu'est le progrès. D'accord ? Donc même le mot progrès technologique qu'utilisaient nos cornucopiens dans les années 50-60 n'est plus vraiment utilisable. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Alors j'ai dû consacrer la majorité du temps à d'abord vous établir le diagnostic. Ensuite, il y a plein d'autres pistes possibles, mais ça aurait été difficile de résumer 300 pages. Donc voilà, je vous propose de laisser la place au débat. Merci.